Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Enfin, une bonne nouvelle, nous dit-on, une claque pour l'exécutif. Le Parlement a joué pleinement son rôle. Voilà les annonces que nous avons entendues dans tous les camps d'ailleurs de l'opposition. Jeudi dernier, jeudi 9 février, rappelez-vous, ce jour-là, il y avait eu des débats houleux à l'Assemblée et un parti majoritaire qui a quitté l'hémicycle en grande pompe. Nous refusons de participer à ce qui est un déshonneur pour l'Assemblée. Nous devons respecter notre Constitution. Dans ces conditions, la majorité présidentielle refuse de continuer à participer à ces débats qui ne sont qu'une mascarade. Voilà, c'était lancé, vous entendiez Aurore Berger, députée Renaissance, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, qui dénonçait une mascarade à ce moment-là dans l'Assemblée, mais finalement donc l'Assemblée a adopté sans eux, en première lecture et donc contre l'avis du gouvernement, un texte socialiste présenté comme défendant une vraie nationalisation d'EDF. Et aussi avec ce bouclier tarifaire étendu aux artisans et notamment aux boulangers. Un jour historique, se sont félicités beaucoup d'entre eux. Le député socialiste Philippe Brun qui porte cette proposition de loi qui vise donc à protéger EDF d'un démembrement alors que l'exécutif n'a pas abandonné, selon Philippe Brun, le projet Hercule, ce plan qui devait démanteler le groupe EDF. Je vous propose d'écouter Philippe Brun qui célèbre cette victoire le soir même à l'Assemblée. Aujourd'hui est un vote historique. Nous avons adopté à l'Assemblée nationale ma proposition de loi de nationalisation d'EDF et de protection du marché énergétique. Désormais, grâce à cette proposition de loi, l'État ne pourra pas procéder au démantèlement d'EDF tel qu'il l'avait prévu. Et nous allons protéger toutes les entreprises de moins de 5000 salariés des variations de prix de l'énergie et donc de la spéculation. C'est une immense victoire pour nos boulangers, nos artisans, nos commerçants de proximité qui vont ainsi être protégés de la spéculation. Alors dit comme ça, on a envie de se réjouir avec Philippe Brun de ce jour historique en effet qui défendrait notre électricien et nos petites entreprises. Et pourtant, ne nous réjouissons pas trop vite, nous dit Guy de Lafortelle. L'enfer est pavé de bonnes intentions, rappelle-t-il. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes, je le rappelle, éditeur financier, fondateur de la lettre d'investissement L'investisseur sans costume. On vous entendra d'ailleurs tout à l'heure pour votre chronique également que vous présentez le lundi chez nous. Et là, vous avez publié une lettre dans cette lettre d'investissement L'investisseur sans costume. L'Assemblée sauve EDF avec des soutiens pareils. Plus besoin d'adversaires. Alors, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, je tiens à le dire. Alors pourquoi un tel scepticisme ? Parce que j'ai lu le texte. Oui. C'est des choses qu'on ne fait plus. C'est vrai. Pourquoi ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, la première chose qui doit nous mettre la puce à l'oreille, c'est quand la majorité claque la porte, même si c'est pas une très grosse majorité, c'est quand même une majorité. Ils auraient pu voter contre, ça aurait été tellement plus simple. Le vote s'est fait à un peu plus de 200 voix. Je crois qu'il y a 204 voix suffrages exprimés. La majorité présidentielle, c'est 250 députés. Donc, ils avaient vraiment voulu mettre en échec cette loi. Et je ne dis pas qu'ils auraient réussi parce que c'est des jeux toujours un peu compliqués, mais en tout cas, à 200, on était loin de pouvoir mettre par terre la majorité présidentielle. Alors, on va y revenir. Selon vous, finalement, c'est une forme de mise en scène. Et on va tenter d'expliquer aujourd'hui pourquoi. Alors, il y a quatre articles dans cette loi, donc plus un cavalier législatif, c'est-à-dire le fameux article sur le tarif réglementé pour les TPE et PME, mais à titre exceptionnel. Et un cavalier législatif, pardon, c'est un truc qui n'a rien à faire là. Parce que cette loi, c'est une loi qui est censée être contre le démembrement d'EDF. C'est le titre de la loi. Donc, contre le démembrement, a priori, un tarif réglementé pour des boulangers, aussi bien que ce soit, c'est pas censé être là. Ça, c'est un cavalier. Et donc, là, le premier article de cette loi, c'est EDF est nationalisé. Le groupe Électricité de France est nationalisé. Vous avez tout le premier article en 7 mots. Et donc là, si vous voulez, il y a quelque chose de très bizarre quand on regarde ça, parce que si, a priori, EDF est nationalisé, c'est donc que c'était un groupe privé, peut-être. Il ne faut pas oublier que EDF, il y a quelques mois, était détenu par l'État à hauteur de 84% et au moment du vote, à hauteur de 96%, puisque, on peut vraiment le rappeler, c'est-à-dire que le gouvernement avait déjà
entrepris non pas la nationalisation d'EDF, puisque c'est un groupe public. On ne nationalise pas un groupe public. Pour le dire autrement, c'était pas les 16% de petits porteurs et anciens salariés qui avaient le moindre pouvoir de décision et qui pouvaient apporter la moindre nuisance dans la gestion d'EDF. Pas se foutre de la gueule du monde. Ce qui est en train de se faire, c'est pas une nationalisation, c'est un retrait de cote. Une nationalisation, c'est l'État qui prend le pouvoir. Excusez-moi, le pouvoir, il l'a déjà. En revanche, ce qui se passe effectivement, c'est qu'il y a une partie de capital flottant qui est coté en bourse. Vous pouviez acheter ou vendre une action EDF, vous le pouvez encore, mais ça n'a plus beaucoup d'intérêt, en bourse. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est un retrait de cote. Et ça, c'est quelque chose qui n'a strictement rien à voir. Ça, c'est automatique avec la nationalisation. Mais c'est pas une nationalisation, c'est un groupe qui est déjà détenu. Oui, non, mais avec cet article-là, c'est ça que vous voulez dire. C'est que finalement, là, le seul effet, ça va être le retrait de cote. Voilà, c'est le seul effet que ça donne. Mais ce qui est même pas... Oui, c'est le seul effet que ça donne. Mais encore une fois, c'est un article, ça donne quelques sueurs froides, si vous voulez, parce que comment est-ce qu'on fait pour nationaliser un groupe public? L'extrait que vous auriez dû passer l'extrait des 3 frères quand ils foncent dans l'ambulance et qu'ils disent on a tué le mort. Enfin, je suis désolé, mais c'est à ce niveau-là de débilité. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Et ils savent très bien ce qu'ils font. Je dis pas qu'ils sont débiles. Je dis simplement que ces gens sont à un niveau de déliquescence qui est très, très, très avancé. Donc, ils font un retrait de code. C'est ça ce qu'ils font. Et un retrait de code, c'est quoi? C'est moins de transparence. Parce que quand on est coté en bourse, on a des obligations de publication, des obligations comptables, tout un tas de choses. Et d'ailleurs, le même Philippe Brun qui arrive en faisant des cocoricots il y a quelques mois nous expliquait que effectivement, le gouvernement qui est déjà en train de faire ce retrait de cote le faisait parce qu'en faisant ça, ça permettait d'avoir moins d'obligations légales de publicité, de publication des comptes et des décisions prises par l'entreprise, et qu'ils allaient pouvoir beaucoup plus facilement démembrer le groupe de manière tranquille. En fait, moins de transparence avec ce retrait de cote, donc finalement le gouvernement a les mains libres. Et ça, c'est particulièrement, c'est étrange en fait. On se demande pourquoi finalement ce député socialiste qui avait percé un jour les stratégies à l'époque du gouvernement sur cette volonté de nationalisation pour retrait de cote, comme vous venez de le réexpliquer, pourquoi aujourd'hui finalement il va exactement dans le sens du gouvernement en leur servant directement le plat, si vous voulez. C'est assez étrange. Et je vous propose à cette occasion, juste pour qu'on se rappelle, pour se remémorer, le même Philippe Brun, donc le vendredi 21 octobre, qui est donc rapporteur également spécial de la Commission des finances sur les participations de l'État, qui s'interrogeait sur les véritables intentions du gouvernement vis-à-vis d'EDF au moment où cette nationalisation par le gouvernement était annoncée. Écoutez. Il y a 2 ans, on a appris dans la presse que le gouvernement avait un projet de démantèlement d'EDF. Ça s'appelait le projet Hercule. Et puis ce projet a soi-disant été abandonné. C'est ce que dit d'ailleurs la note qui est annexée à l'offre publique d'achat, l'OPA, qui est en train d'être faite sur EDF. Mais nous n'y croyons pas. Aucun des syndicats de l'entreprise n'y croit. Aucune des associations des usagers n'y croit. Car la Commission européenne, elle, a demandé à l'État français le démantèlement de cette entreprise. L'opacité dont fait preuve le gouvernement en ne répondant à aucune de mes demandes de documents nous laisse penser effectivement qu'il y a anguille sous roche, et je viens ici m'en assurer. Voilà, et après Philippe Brun, après s'en être assuré, avait dit qu'il était sorti donc des documents qu'il a consultés avec une grande inquiétude pour EDF. Aujourd'hui, finalement, il va dans le même sens qu'EDF, que le gouvernement, pardon. C'est vrai que c'est à n'y rien comprendre, Guy de Lafortelle. Moi, j'observe, si vous voulez, après, pourquoi il le fait. Ça faudrait lui demander directement. Peut-être qu'il faut préciser un peu quand même que, donc, une fois qu'ils ont dit qu'ils allaient nationaliser, il y a quand même un deuxième article qui est le cœur de la loi, qui va expliquer comment ils vont protéger. Et donc ça, il y a 3 éléments dans cet article. Le premier, c'est qu'il va nous expliquer que EDF est un groupe unifié. Merci, je ne sais pas ce que ça veut dire, un groupe unifié. Pour le dire autrement, le jour où vous pouvez me présenter un groupe désuni, moi ça m'intéresse. Alors je vous cite l'article. L'entreprise dénommée Électricité de France est un groupe public unifié. Ses activités sont les suivantes. Alors 1, la production, le transport, machin. 2, le développement, la construction. 3, la prestation de services énergétiques. Son capital est détenu intégralement par l'État ou dans la limite de 2% du capital par des personnes salariées de l'entreprise. Il est incessible. Et on va vous dire, non mais c'est cette dernière phrase peut-être aussi qui est importante, son capital est incessible. Non, parce que c'est les activités qui doivent être incessibles, pas le capital, on s'en fout. Pour le dire autrement, si vous voulez, le capital est incessible. La seule chose que ça veut dire qu'une fois que vous avez fait le retrait de cote, si vous voulez à nouveau ouvrir le capital, il faudra repasser devant le Parlement.
Bon, pour un groupe public, c'est comme ça que ça se passe généralement. Donc, encore une fois, c'est un pléonasme. Dire que le capital est incessible pour un groupe public, ça veut simplement dire que si vous voulez céder ce capital d'une manière ou d'une autre, il faut repasser devant les parlementaires. Pour un groupe public, c'est normal. Alors, il y a peut-être des cas particuliers, mais bon, encore une fois, le capital, en l'occurrence, j'allais dire, on s'en fout. Disons que, en fait, je vais vous dire ce qui peut exactement se passer, et ce qui va très probablement se passer même. Dans quelques mois, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir quelqu'un, un rapport, un machin qui va vous dire, ah là là, tiens, EDF est très 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 endetté. EDF est une entreprise excessivement endettée, avec un endettement en plus très complexe. C'est-à-dire qu'on n'est même pas exactement sûr de savoir à quelle hauteur ils sont endettés, tellement l'endettement est complexe. Donc il y a quelqu'un qui va dire, tiens, en fait, ils sont très endettés, d'accord? Puis ce jour-là, comme par hasard, le gouvernement sera dans un état de sérieux budgétaire. On ne sait jamais si un jour on s'en fout, un jour on s'en fout pas. Et ils vont vous expliquer, mais on ne peut pas, il faut gérer nos entreprises sérieusement. Donc vous comprenez, il faut que cette entreprise soit gérée sérieusement, donc elle va devoir se désendetter. Et donc, mettons, on va dire, vous allez vendre 99% de votre parc d'énergie renouvelable. Mais quand vous vendez 99% de votre parc renouvelable, vous ne cédez absolument rien de votre capital. De deux, vous êtes toujours un groupe unifié, puisque vous êtes un groupe, à aucun moment vous n'êtes plus un groupe unifié. Et trois... sauf que si vous avez vendu une part de vos activités, on peut quand même dire que ce qui reste, c'est unifié, c'est ça que vous voulez dire? Oui, oui, mais ça veut, en fait, encore, groupe unifié, ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire, et même ils le disent dans le dossier législatif, c'est que le truc a été utilisé à une seule fois dans le passé, parce que c'est toujours bien de regarder les jurisprudences quand ça a été utilisé. Ça a été utilisé pour la SNCF, quand on a rapproché RFF, Réseau Ferré de France, et la SNCF il y a quelques années. Donc on faisait exactement l'inverse. C'est un truc qui n'a absolument aucune valeur juridique, ça ne veut rien dire. Donc SNCF, que vous pouvez EDF, si vous pouvez amputer EDF de la moitié de ses activités, ce qu'il en restera sera toujours un groupe unifié. Je suis désolé, mais c'est un moment, c'est du droit. Donc ce que je veux dire, c'est que vous pouvez vendre 98% de la partie distribution. Et garder un groupe unifié. Et ne pas changer le périmètre d'activité, parce qu'effectivement, le périmètre d'activité est listé, et vous avez vu dans l'article de loi, on vous dit EDF, tout ce qu'ils font, ils font de la distribution, de la production, tout ça. Mais vous pouvez en vendre 98% et vous êtes toujours un distributeur d'électricité. Donc en fait, vous pouvez effectivement démembrer EDF sans jamais vous mettre hors la loi. Moi, la seule chose que je fais, c'est que je fais observer que s'il y a une volonté, il y a une possibilité assez simple. C'est même pas la contourner, parce qu'elle est scrupuleusement respectée, cette loi. Donc, et encore une fois, cette manière de faire dans les affaires, qui est de contourner un article de loi en disant tiens, j'ai pas le droit de vendre un truc, mais je vais en vendre 95-98% et puis ça j'ai le droit de le faire, c'est assez standard. Les Chinois ont racheté des terres agricoles en France il y a quelques années. Ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire, c'est de la SAFER. Donc la SAFER se serait opposée à ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des sociétés dans lesquelles ils ont racheté aux fermiers 95% des droits, et la SAFER a rien pu faire. C'est un truc, c'est assez standard, ce genre de choses. Ce que je veux dire, c'est que là il y a rien. Il suffisait de lire les pauvres 2 pages de cet article de loi pour comprendre que ce truc, c'est pas sérieux, quoi. Oui, c'est vrai qu'en plus, il n'est pas difficile à lire ce projet de loi, cette proposition de loi. Alors, je voudrais qu'on avance quand même, parce qu'il nous reste peu de temps, sur les autres articles, justement, de cette proposition, l'article 3, qui était la raison, d'ailleurs, de l'esclandre, on va dire, des députés Renaissance et du départ d'Aurore Bergé, qu'on a entendu tout à l'heure. Il parlait de déshonneur pour l'Assemblée, de débats qui ne sont qu'une mascarade. En fait, ça, c'était à cause du prix, c'est ça, du tarif réglementé qu'imposait l'article 3. Ouais, alors l'article 3 bis, oui. L'article 3 bis réintroduit un tarif réglementé pour les TPE, donc ça c'est déjà le cas, mais sans limite de consommation. Donc toutes les boulangeries qui dépassaient la limite de consommation, qui ne sont pas dedans, sont en train de revenir et seraient en train de revenir dans un tarif réglementé. Et à titre exceptionnel, jusqu'à la fin de l'année 2023, un tarif réglementé pour les PME, donc jusqu'à 5000 salariés, quelques critères. Donc ça, sur le principe, moi je n'ai strictement rien à redire à ça. Jusque-là, on est content. Ça protège nos petits artisans, les boulangers, tout ça. Oui. Sauf que vous avez plusieurs problèmes à ça. Le premier problème, c'est que faut voir un peu comment ça va être appliqué, mais ne pas augmenter, mais simplement supprimer la limite de puissance, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, parce que on va pas rentrer dans le détail, mais vous pouvez contourner ce genre de mesures. C'est pas pour rien quand même que vous aviez une limite de consommation. La deuxième chose qui est beaucoup plus embêtante,
c'est qu'ils étendent ce tarif réglementé à tous les fournisseurs, tous les fournisseurs alternatifs d'électricité. Et ça, je sais pas comment ça se met en place. C'est un truc, c'est-à-dire que vous allez obliger des fournisseurs alternatifs, les Total Energy, il y en a 87 aujourd'hui, les 87 fournisseurs alternatifs. Qui revendent l'énergie de EDF, en gros, oui. Ouais, à proposer un tarif réglementé à vos TPE et PME. En sachant que ce tarif réglementé, pour qu'il soit intéressant, c'est qu'a priori, il est à perte. Sinon, pas pour eux par rapport. Sauf que eux, ce sont des entreprises privées, donc on ne peut pas normalement leur imposer la même chose qu'une entreprise publique. C'est-à-dire que normalement, vous avez un code de la consommation qui vous dit que vous n'êtes pas censé avoir le droit de vendre à perte. Là, on se demande comment ça va être mis en place, parce que c'est même pas que moi, je sais pas que je trouve que ces gens soient très utiles, c'est-à-dire que, mais en revanche, d'un point de vue légal, c'est-à-dire qu'il y a quand même, ça passe pas. Ça passe pas. Alors vous allez me dire, on peut pas être dans un état de droit un jour et pas le lendemain, mais donc ça, vous avez un autre problème. Et vous avez un troisième problème, qui est que cette mesure-là, puis ça sanctuarise pas EDF. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez EDF qui a un tarif réglementé qui est sanctuarisé, mais ça veut dire que demain, n'importe quel fournisseur d'électricité aura ce tarif réglementé. Vous n'êtes pas en train de sanctuariser EDF. Ouais, on brouille les cartes. Faut pas oublier c'est que ce truc-là, il faut que ce soit signé par Bruxelles. Ça, ils disent, on va notifier la commission. À la fin de l'article, ils expliquent que ça va être notifié. Non, c'est pas notifié, c'est notifié et approuvé par Bruxelles. Ce que je veux dire, c'est que et Bruxelles peut éventuellement lâcher un peu de lest pour quelques temps, mais Bruxelles n'acceptera jamais de revenir durablement à un tarif réglementé. Le sens de l'histoire pour Bruxelles, c'est l'inverse. Et donc, ce que je veux dire, cet article de loi qui, franchement, l'étendre à tous les fournisseurs, ça me paraît d'une débilité profonde. Pardon, c'est un peu dur, là, mais ça me paraît très néfaste. Il y a EDF, vous aviez un monopole qui marchait très bien, il faut reconstituer ce monopole. Donc là, ils sont en train de faire l'inverse. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment que ce soit dans la navette parlementaire, parce que c'est adopté en première lecture ce truc, c'est pas encore passé. Ça reste un cavalier législatif. Donc le Conseil constitutionnel pourrait vouloir le censurer. Derrière, vous avez les décrets d'application, parce que le gouvernement peut très bien pas voter les décrets ou voter des décrets différemment. Et après, vous avez encore Bruxelles. Alors, Guy, ça, on a bien compris que de ce côté-là, c'était largement compromis. Comme on a déjà débordé de notre temps, je voudrais quand même qu'on aborde l'article 4, qui est lui aussi assez cavalier, même si c'est pas pour la même raison. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Non, mais ça, c'est pour rire. Ça, c'est parce que vous n'avez pas le droit, selon le règlement de l'Assemblée, vous n'avez pas le droit de présenter une loi qui ne soit pas équilibrée financièrement et qui crée une nouvelle charge. C'est un truc qui doit dater de la révision constitutionnelle de Sarkozy. Oui. Quand vous présentez une loi, si jamais vous avez dépensé quelque chose, il faut que vous créiez une taxe. C'est comme quand on coupe un arbre, maintenant il faut replanter un. Bon, là, c'est un peu la même idée. C'est exactement pareil. Dans l'idée, c'était pas forcément bête, sauf qu'ils en font n'importe quoi. Enfin, vraiment, là, qu'est-ce qu'ils proposent dans cet article 4 ? Là, ils disent qu'on va créer un droit d'accise, on va créer une taxe supplémentaire, on va augmenter la taxe sur les cigarettes. C'est tellement stupide. C'est-à-dire qu'une taxe est censée s'appliquer là où elle est prélevée. Je vois pas pourquoi un fumeur devrait financer un tarif réglementé pour un boulanger. C'est n'importe quoi. C'est juste qu'ils n'ont pas travaillé, ils s'en foutent. Alors la conclusion, c'est quand même, il y a deux choses. C'est que, EDF n'est pas sauvé, ça c'est la conclusion grave. Non. Et celle pour laquelle on était déjà un petit peu au courant, c'est que finalement, on l'a bien compris, la mascarade, elle avait bien raison finalement, Aurore Bergé, tout ça est une mascarade, même du côté des députés qui se félicitent tous de tous bords de l'opposition, donc du RN à la France Insoumise, en passant par le Parti Socialiste et les LR, qui pour une fois ont voté en plus avec tout le monde. Et bien finalement, tout ça, c'est de l'esbrouf. C'est de l'énorme esbrouf et surtout, toute l'Assemblée, moins une voix, mais lui, on s'en fout, c'est un modem qui ne peut pas savoir ce qu'il foutait là. Toute l'Assemblée a fait n'importe quoi là-dedans. C'est-à-dire que ce soit la majorité qui s'est barrée, pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient ni besoin de la voter pour ni contre. Ils ont tous fait n'importe quoi. Moi, ce qui est très important, c'est que ce Parlement est en décadence avancée pour que absolument tous les députés aient voté comme un seul homme ou participé à ce vote, qui est c'est juste une stupidité profonde. Eh bien, le message est bien passé. Merci beaucoup, Guy de Lafortelle. Je rappelle, éditeur financier, fondateur de la lettre d'investissement, l'investisseur sans costume. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.